Ça relève presque du scoop, mais aujourd'hui, en fait, cette expertise qu'on a en ISR, on a prévu de la mettre au service des CGP. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la grande interview de News Asset Pro. Il est ingénieur et diplômé de l'ESSEC. Après un début de carrière au Crédit National et au CIC, il s'est illustré chez Lazard à partir de 1997, notamment dans le conseil au gouvernement. En 2003, il participe ensuite à la création de LFPI avec Gilles Etriard et Jérôme Balladur. Et depuis un peu moins d'un an, il est président du directoire de Mescart, devenu Mescart Hamilton à l'automne dernier. Père de 3 enfants, son nom de famille est associé à un élément chimique portant le numéro atomique 31. Notre invité, c'est Fabien Bismuth. Bonjour Fabien. Bonjour Guillaume. Alors, on est en pleine saison des résultats annuels. Pour de nombreuses sociétés de gestion, c'était une année record, que ce soit en termes de collecte, de bénéfices, d'encours. Comment ça s'est passé chez vous ? Écoutez, très bien. L'année de 2021 a été une année marquante pour le groupe Mescart, devenu Mescart Hamilton, comme vous l'avez rappelé. On a une belle progression de nos encours, une belle progression de nos résultats, donc on peut dire aussi une année presque record. À combien, les chiffres ? On a démarré l'année avec 3 milliards d'encours, Ouais. Et puis la progression des encours vient à la fois de l'effet marché et de l'effet collecte, puisqu'on a continué à collecter, fort d'excellentes performances. On termine l'année à 3,4 milliards, donc une belle progression. Et on va dire une progression du résultat de l'ordre de 50%. Du résultat net de Mescart Hamilton, ok. Et en termes de collecte, juste d'effets de marché, on est sur quelle proportion ? C'était 50-50 ? Exactement, sur les 400 environ millions 200 millions d'effets de marché et 200 millions de collecte. D'accord. À l'échelle de LFPI, donc LFPI c'est l'acronyme de la financière patrimoniale d'investissement, là aussi, quels sont un peu les chiffres marquants de l'exercice 2021 ? Une collecte qui se poursuit également au niveau du groupe. Donc aujourd'hui, le groupe représente près de 14 milliards de fonds sous gestion et ça continue de progresser dans les différentes lignes de métier. Donc on s'en réjouit et les bonnes performances du groupe attirent de nouveaux investisseurs. Alors les lignes de métier, justement, il y en a 5. Il y a le private equity, la dette privée, l'immobilier, la gestion d'actifs et le co-investissement. Parmi ces différentes activités, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la dynamique des différents segments ? Qu'est-ce qui a le mieux marché ? Comme je disais, tous les métiers progressent. Donc l'immobilier offre à l'attrait pour les investisseurs d'avoir des actifs tangibles et dans une période un peu perturbée, il y a un attrait pour l'immobilier. Après, l'excellente performance des fonds de Mescart Hamilton attire également un certain nombre d'investisseurs et fort du rapprochement et de la complémentarité de nos expertises mais aussi de notre base d'investisseurs, on a une collecte, comme je disais tout à l'heure, qui progresse et une très bonne dynamique. Le private equity, la dette privée, le co-investissement aussi enregistre de bonnes performances et continue d'attirer des investisseurs. Le co-investissement d'ailleurs, c'est quoi ? C'est du fonds de fonds ? Vous pouvez nous détailler un petit peu cette activité en particulier ? Le co-investissement, ça consiste à accompagner en fait des fonds dans lesquels nous investissons. Donc c'est plutôt en Europe, dans les autres pays donc qui vont, je dirais, de la Norvège, Suède jusqu'à l'Espagne, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. On investit dans des fonds mid-cap et on co-investit à leur côté parce qu'on estime que les opportunités sont intéressantes et qu'on a la capacité de sélectionner des bonnes affaires. Il y a des segments en particulier ou des types de situations auxquelles se prête ce type d'investissement ? On reste assez généraliste, donc on peut investir dans le monde du logiciel, dans le monde de la santé, dans le monde de l'industrie, dans le monde des services. On n'a pas vocation à faire du venture, ça n'est pas notre expertise, mais donc on reste assez généraliste. Et dans des secteurs toujours avec une certaine croissance et une certaine dynamique. Un dernier mot peut-être sur les performances marquantes de certains des fonds que vous commercialisez. Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot et d'autres qui au contraire ont plus souffert l'an dernier, puisque toutes les classes d'actifs n'ont pas non plus toutes performé ? L'année dernière, on a lancé un fonds qui est un peu à la frontière de nos deux métiers, qui s'appelle Hamilton Global Property, qui investit dans des foncières cotées. Donc je dis c'est à la frontière de nos métiers parce qu'il est conseillé par les équipes immobilières du groupe LFPI et avec l'expertise des gérants de Mescart Hamilton. Et il a enregistré une performance de près de 30%, il s'est très bien classé parmi ses pairs et donc
30% en 2021, une très belle performance. C'est un des meilleurs C'est un des meilleurs dans notre portefeuille et un des meilleurs par rapport à la classe d'actifs. Et puis toujours une très bonne expertise de nos fonds mid-cap européens, avec notamment Hamilton Premium Europe qui continue de très bien performer. C'était pas forcément l'année des obligations l'an dernier. Du côté de vos fonds obligataires, c'était un peu plus compliqué les performances? L'année 2021 a été bonne également pour nos fonds obligataires. Après, ça reste des obligations avec des rendements, on va dire, à un chiffre. Mais quand on fait le bilan et qu'on regarde la photo, j'ai dit que l'année a été très verte, et pas seulement parce que le green est à la mode, mais parce qu'on se classe régulièrement dans les 20 premiers pourcents. Et donc, quand on regarde le tableau, y compris sur la classe obligataire, il y avait beaucoup de vert, donc de très belles performances pour nos fonds. Par rapport aux indices et Par rapport aux concurrents. Toujours, on se compare par rapport aux pairs dans une classe d'actifs. Et là, voilà, beaucoup de vert. Alors, vous l'avez évoqué rapidement, l'événement majeur de l'année pour votre groupe, c'était quand même le rachat de Mescart, dont vous présidez le directoire aujourd'hui, puis la fusion avec Hamilton. Aujourd'hui, la réunion de ces deux structures chez LFPI, ça vous apporte quoi en termes d'encours, de type de clientèle? Qu'est-ce que ça change pour LFPI? Ça change beaucoup de choses. Mescart est connu et reconnu pour son expertise ISR, qui remonte à 1983. Mescart est un des pionniers puisque le premier fonds investissement avec une thématique d'investissement socialement responsable a été lancé à l'initiative d'une sœur et donc avec une expertise qui s'est construite sur les années. Et depuis 2000, on a une équipe dédiée à l'ISR composée de 5 personnes et donc une expertise exceptionnelle. Donc elle apporte ça au groupe LFPI. Et elle apporte ça surtout aux investisseurs qui font confiance au groupe LFPI, qui sont essentiellement des investisseurs institutionnels. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir apporter cette expertise, acquise grâce à Mescart, permet de lancer des fonds dédiés pour ces investisseurs, qui sont à la fois des investisseurs institutionnels, comme je disais, et également des investisseurs issus du monde des CGP, puisque Hamilton avait une très grande expertise en fonds dédiés pour des CGP, et donc on met aussi à disposition de ces CGP cette expertise ISR. Donc, vraiment, ça a changé beaucoup de choses pour la base de nos investisseurs au sein du groupe LFPI. A l'inverse, du côté de Mescart, qui a une clientèle composée essentiellement de familles, avec environ 10 000 familles, d'associations, de fondations, de congrégations, LFPI leur apporte une expertise dans le monde des actifs non cotés, des actifs dits réels, avec l'immobilier et le private equity dont on parlait tout à l'heure. Donc vraiment, c'est une vraie complémentarité qui est au bénéfice de nos investisseurs et de nos clients. Quand il y a des acquisitions de ce type, des rapprochements, il y a forcément des doublons dans les équipes. Comment vous gérez ça? Il y a des personnes qui sont parties? Assez peu, en fait. Les équipes d'Hamilton et les équipes de Mescart Asset Management représentaient un peu moins de 25 personnes. Aujourd'hui, la fusion des deux représente 50%. Et je dois dire qu'il y avait assez peu de doublons. On n'avait pas d'équipe ISR, comme je le disais tout à l'heure, donc on était ravis de les accueillir. Du côté de Mescart, il n'y avait pas d'équipe sur la gestion diversifiée. Hamilton a une réelle expertise en gestion diversifiée, je le disais, en gestion dédiée pour des fonds de CGP, pour des CGP. Donc, globalement, on était ravis et toutes les équipes sont maintenant réunies en un seul lieu. Et on n'a pas eu besoin de se séparer de personne. Donc, sur les fonctions support, les fonctions un peu de direction? Non, parce qu'on était des équipes très restreintes, donc globalement, ça s'est très bien passé. Ok. Alors Mescart, vous l'aviez soufflé à plusieurs acteurs qui étaient intéressés. Il y avait quand même eu plusieurs noms qui s'étaient prononcés. Il y avait Rothschild, il y avait la Banque Postale, Oddo BHF notamment. Selon ce qu'on avait pu lire à l'époque, vous y auriez mis entre 90 et 100 millions d'euros. Corrigez-moi si je me trompe. C'est ce que dit la presse. Et elle est assez précise. Et qui ne dit mot consent, d'accord. Hamilton, vous l'aviez racheté en 2019. En tout cas, on avait aussi pu lire l'an dernier, au moment du rachat de Mescart, que c'était quand même un acteur qui n'était pas parmi les plus rentables du secteur, pas parmi les plus dynamiques. Comment vous répondez aujourd'hui à ces commentaires? Je pense que c'était un acteur discret, donc, mais avec de réelles expertises. Tout à l'heure, je parlais de l'ISR, qui en est une. En ingénierie patrimoniale, les équipes du groupe Mescart sont excellentes. Et donc, je pense qu'on a à rougir devant personne. La dynamique, elle était là. Je dirais qu'on est là aussi pour l'accélérer. Et c'est vrai que les complémentarités dont je parlais tout à l'heure permettent d'accélérer cette dynamique. Mais je l'ai dit, on a des encours qui ont cru l'année dernière, qui avaient cru par le passé. Donc voilà, il y avait
déjà de très bonnes équipes, de réelles expertises. Et maintenant, notre objectif, c'est d'accélérer la croissance. Parce que c'était quand même, j'ai quelques chiffres quand même au niveau des résultats. Mescart Asset Management, on était en 2017 à 7,9 millions de bénéfices nets, 6 millions en 2019. Le chiffre d'affaires, on était à 23 millions en 2020 contre 25 en 2017. Donc on se dit qu'effectivement, c'était plutôt quand même stagnant sur ces années-là. Comment aujourd'hui vous comptez rebooster la partie revenu de ces structures? Jusqu'à présent, en fait, les équipes de Mescart Asset Management travaillaient essentiellement pour les clients de Mescart. Le rapprochement aujourd'hui permet de travailler avec, je dirais, en architecture ouverte et de permettre à d'autres clients de bénéficier de ces expertises. Aujourd'hui, on a une assez bonne répartition en fait, entre la clientèle propre de Mescart, la clientèle institutionnelle qui représente environ un tiers en fait, des encours de Mescart Hamilton et une clientèle de CGP dont je parlais tout à l'heure. Donc on a un meilleur équilibre et on a la volonté en fait, de vraiment travailler en architecture ouverte et de permettre à un plus grand nombre d'accéder à nos produits. Donc oui, il y a eu des cycles par le passé, mais aujourd'hui, voilà, on s'inscrit dans une dynamique avec la volonté d'ouvrir l'accès à nos produits à une clientèle plus large. Vous l'aviez financé comment déjà, cette acquisition? C'était de la dette? C'était une émotion de capital? C'était sur les fonds propres du groupe LFPI. D'accord. Au niveau de la gouvernance, pour terminer sur ça, donc vous avez remplacé Cédric Mescart à la présidence du directoire de la société. Lui est actionnaire, c'est le petit-fils du fondateur, hein, je le rappelle. Il est président aujourd'hui du conseil de surveillance de LFPI. De Mescart. De Mescart, autant pour moi. Quelle est la répartition des tâches justement au niveau des organes de direction avec les mouvements qu'il y a eu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un directoire au sein de Financière Mescart avec Maxime Vermès notamment et Dan Sayag, donc pour couvrir toute la partie gestion privée. Ils sont tous les deux directeurs généraux. On a du côté de Mescart Hamilton également Benoît Vesco, qui est directeur général, aux côtés de Dan Sayag et d'Aurélie Baudouin, qui est en charge notamment de l'ISR. Donc on a une équipe qui travaille voilà, pour ses clients. Voilà. Et le conseil de surveillance, je dirais, surveille que le directoire et toutes les équipes du groupe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, vont dans la bonne direction. Et Cédric Mescart, il est encore impliqué à quel niveau? On ne le voyait pas forcément beaucoup en France les dernières années, hein. Il était beaucoup à New York. Voilà, il vit aux États-Unis et il est président du conseil de surveillance, donc il joue son rôle de président du conseil de surveillance. D'accord. Place à 2022 maintenant. Comment vous comptez naviguer dans un environnement de marché qui est quand même très différent de celui de l'an dernier? On a les durcissements monétaires, on a l'inflation, la remontée des taux et évidemment en ce moment la guerre en Ukraine. Comment vous allez faire? Écoutez, pour l'instant, on est très attentif à ce qui se passe. Je dirais qu'on conseille à nos clients de ne pas vendre leurs actifs et leurs participations. On voit que les marchés se sont stabilisés et on pense qu'il faut éviter ce qu'on appelle communément les portes de saloon, où quand ça baisse, on vend et puis on rate la remontée. Donc voilà, je pense qu'il faut rester attentif. On a des classes d'actifs qui sont aussi non cotées dans le groupe, comme on le disait, et donc avec moins de volatilité et avec finalement des sous-jacents de qualité. Donc on le voit aujourd'hui et on conseille aussi parfois d'aller vers des actifs plus secure. Et l'immobilier en fait partie, le private equity. On voit que l'expertise aussi de nos gérants dans des marchés chahutés, je pense notamment à Rivolandler sur tout ce qui est mid-cap Europe, montre qu'il performe très bien par rapport à ses pairs dans ce contexte-là, parce qu'il est, je dirais, suffisamment actif et il a une vraie gestion active qui permet de bien performer dans cette période où il faut aller vers voilà, des sous-jacents plus solides. Donc voilà, on reste confiant et on pense qu'il est très important de diversifier son patrimoine. C'est le maître mot. Donc il faut voilà, allouer son patrimoine à la gestion action, une partie obligataire, mais les actifs réels. On a une expertise en produits structurés et certains considèrent aujourd'hui que les produits structurés est une bonne réponse à la volatilité des marchés.
Donc voilà, il faut pouvoir proposer tous ces actifs et c'est ce qu'on fait. Ce sont des produits structurés notamment qui offrent des couvertures qui limitent la baisse des marchés à certains moments. Voilà, qui permettent de protéger le capital, même avec des très fortes baisses des marchés, qui sont des produits sur des très longs termes. Donc voilà, on espère bien qu'à moyen terme, on retrouvera des niveaux élevés. Vous êtes exposé, vous, directement ou indirectement, à la Russie, l'Ukraine, les pays affectés par les turbulences de marché très fortes sur ces zones-là? Pas directement, pas directement. Alors, via les investissements qu'on peut faire dans certaines sociétés cotées qui elles-mêmes ont des activités dans ces pays, voilà, très très indirectement. Mais aujourd'hui, au sein du groupe LFPI, on n'a pas d'exposition à la Russie, à l'Ukraine. Et au sein des actifs dans lesquels nous avons investi via le groupe Mescart, aujourd'hui, rien à signaler. Avec vos clients en ce moment, comment ça se passe? Est-ce que vous avez quand même une vague d'appels de clients qui sont un peu inquiets vis-à-vis des mouvements de marché? On voit qu'il y a beaucoup de fonds quand même européens qui, depuis le début de l'année, font face à des retraits. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous? Non, on n'a pas constaté ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'on préconise. On informe nos clients, on communique, on explique, mais pas de panique. Ok. On va parler maintenant du coup de votre stratégie de développement, notamment de développement commercial en 2022, au-delà de l'aspect allocation d'actifs. Déjà, est-ce que vous fixez des objectifs pour 2022, chiffrés? De continuer à croître, comme je le disais tout à l'heure. Alors, on a fixé un objectif à 5 milliards d'euros en 2025. Ouais. Cette année, voilà, l'objectif, c'est de continuer à croître, on dira d'environ 10%, pour se situer entre 3,5 milliards et 4 milliards. Bon, les marchés actuels ne facilitent pas la tâche, mais voilà, la qualité de la gestion et l'attrait des produits que nous avons nous rend optimistes sur le fait d'atteindre ces objectifs. Vous avez aussi des objectifs pour la partie gestion privée, qui est de coup pas chez Mescart Hamilton, mais financière Mescart, il me semble. Tout à fait. Là aussi, aujourd'hui, ça représente quoi la gestion privée logée dans cette partie chez vous? Et vous voulez aller vers quoi à moyen terme? Donc aujourd'hui, ça représente un peu moins de 5 milliards d'euros. On continue à croître également. On a un peu plus d'1 milliard sous supervision en family office, parce qu'au sein du groupe, on a également une activité de family office. Donc l'idée, c'est voilà, de continuer à croître. Je dis l'objectif global pour tous les encours, c'est d'atteindre 10 milliards à horizon aussi 2025. D'accord. Comment vous comptez vous y prendre? Avec de la croissance externe? Pourquoi pas? On reste très attentif. Donc voilà, on regarde à la fois dans le monde de l'asset management avec des sociétés de gestion et dans le monde de la gestion privée avec des CGP. Donc voilà, on reste très attentif. On pense qu'en asset management, on peut acquérir des expertises complémentaires, des expertises sur l'international, sur le long short, enfin voilà, des expertises qu'on n'a pas forcément. On peut aussi rapprocher des équipes. Aujourd'hui, on reste une petite société de gestion, ou une moyenne, taille moyenne, on va dire, avec 50 personnes. Donc on pourrait très bien accueillir de nouvelles personnes et rassembler des équipes avec des expertises complémentaires. Et puis dans le monde des CGP, on peut soit croître dans les villes où nous sommes déjà présents, sachant qu'on a une couverture assez importante en province, ou ouvrir de nouveaux bureaux forts d'une opération de croissance externe, par exemple. Vous avez bien sûr vu que Altarea renonçait à acquérir Primonial. Ça peut vous intéresser comme dossier? C'est trop gros pour nous, donc il faut savoir rester. C'était une valorisation place, presque 2 milliards. Oui, on va rester beaucoup plus modeste. C'est quoi votre enveloppe? On n'a pas d'enveloppe particulière et tout à l'heure, je voulais également préciser que l'opération qui a été faite sur fonds propres de Mescart, elle a été faite avec une vision de long terme. Ce n'est pas une opération avec effet de levier où on se dit on va revendre dans 3 ans. Ça fait vraiment partie du cœur de notre activité. On a quasiment doublé la taille du groupe, voire plus. Et donc la volonté, c'est vraiment de continuer à nous développer avec d'autres expertises. Donc voilà, il n'y a pas d'enveloppe particulière. Il se peut qu'on aille se développer également à l'international. Donc voilà, on reste très ouvert. Maintenant, voilà, la cible que vous citiez est hors de notre portée aujourd'hui. Sur le type de clientèle que vous visez, donc vous venez de nous le dire, hein, il y a les CGP, les institutionnels, les family office, ben voilà, vous couvrez un large spectre. Est-ce qu'il y a des solutions, des services, des fonds, des produits que vous avez en préparation, en cours de lancement, qui adresseraient tel ou tel type de clientèle? En effet, ça relève presque du scoop, mais aujourd'hui, en fait, cette expertise qu'on a en ISR,
On a prévu de la mettre au service des CGP, qui étaient les clients historiques d'Hamilton, et on a prévu de lancer un fonds dédié, un fonds ISR dédié à un pool de CGP, qui sera en plus un fonds de partage, parce que ça fait aussi partie des expertises du groupe, c'est d'avoir mis en place des fonds de partage. Donc voilà, ça fait partie vraiment des savoir-faire que nous avions et qu'on met en commun pour répondre à des attentes. On a ça également... en est où ce dossier? Vous êtes en train de signer la finalisation? C'est une annonce dans quelques semaines, quelques mois? C'est une annonce dans quelques semaines, voilà, après les agréments des autorités compétentes, mais c'est d'ici quelques semaines. Et on parle de quel montant sous gestion? Ça dépendra de la collecte des CGP, mais on espère quelques dizaines de millions. Ensuite, pour les institutionnels, on a déjà monté un fonds dédié avec une thématique ISR et on a vocation à en lancer d'autres, soit avec des thématiques sociales, qui est aujourd'hui un thème très important pour les institutionnels, les mutuelles. On a une expertise aussi en matière environnementale et la force des équipes dont je parlais tout à l'heure, c'est d'être capable de publier des empreintes et faire des analyses qui ne sont pas disponibles sur le marché et qui sont le fruit du travail de nos équipes. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'acheter des bases de données ou des choses comme ça. On le fait, on va se renseigner, on achète de la recherche un peu partout, mais on a un vrai travail d'équipe et ça, ce n'est pas disponible ailleurs et on a prévu de le mettre au service de quelques institutionnels pour qui c'est important. Pour des fonds dédiés, du coup, avec ces Exactement, pour des fonds dédiés de quelques dizaines de millions d'euros, on l'espère, mais voilà, il y a une réelle attente. Voilà, il faut pouvoir le mettre en place, c'est un travail assez fin. Mais on espère qu'en 2022, plusieurs verront le jour. Vos équipes d'ailleurs, ESG dont vous nous parliez, comment elles travaillent avec les autres gérants? C'est vraiment une équipe à part qui traite des mêmes valeurs sous un autre prisme et qui ensuite fournit l'expertise? Comment ça s'imbrique? Alors, c'est une équipe qui travaille avec les gérants, mais ils ne sont pas gérants eux-mêmes. Donc, ils sont, je dirais, ils échangent avec les gérants, ils permettent d'avoir un filtre et un prisme. Mais voilà, ils sont très proches de nos gérants. Ok. Peut-être sur vos différents métiers de LFPI, là aussi, est-ce qu'il y a des priorités pour cette année, pour le moyen terme de développement, peut-être en commençant du côté des actifs privés, donc peut-être déjà private equity, dette privée? Private equity, on a prévu de lancer un nouveau fonds en 2022 qui sera le 8e de notre série de fonds mid-cap, donc fort des performances du numéro 6 et du numéro 7 qui arrivent en fin de période d'investissement. On a prévu de lancer le 8e fonds de private equity de LFPI. Et il s'adressera à qui, ce fonds? Essentiellement à des investisseurs institutionnels et une clientèle, on va dire, assez haut de gamme professionnelle de particuliers. Il y a quand même plusieurs acteurs dans le private equity qui essaient vraiment de démocratiser ce placement, notamment en les faisant entrer. Alors, ce n'est pas toujours simple dans des unités de compte d'assurance vie. Vous, c'est quelque chose que vous souhaitez poursuivre ou pas? Tout à fait. Donc, c'est aussi au programme de 2022, comme quoi l'année 2022 sera également riche en événements. La société de gestion du groupe qui fait du private equity, qui s'appelle LFPI Gestion, a obtenu un agrément auprès de l'AMF pour faire de la gestion de fonds dits retail. Et donc, on a également en projet de pouvoir rendre accessible le private equity du groupe LFPI auprès de cette clientèle en faisant référencer un nouveau véhicule auprès d'assureurs et qui aura du private equity en direct, en fonds de fonds, en co-investissement, donc avec encore une bonne diversification du risque. Et donc, voilà, ça fait également partie de nos projets de rendre accessible cette classe d'actifs. On pense que, comme je le disais tout à l'heure, elle est moins volatile, elle est performante. Et pour quelqu'un qui a une vision long terme et patrimoniale, elle s'inscrit très bien dans un patrimoine. Et là aussi, on est à quelle échéance? On parle de semaines, de mois J'espère 2 mois, mais on va dire premier semestre. D'accord. Et avec donc un référencement qui est en cours de discussion pour être sur des plateformes d'assureurs? Exactement. Voilà, des discussions actives avec un certain nombre de partenaires assureurs. Ok. C'est tout pour le capital investissement, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, non, mais c'est voilà, un nouveau fonds et puis un nouveau fonds pour les institutionnels et puis également voilà, rendre accessible à un grand nombre de personnes. Donc voilà, une année. Et on a également une expertise en hôtellerie. On a investi depuis 2003 dans l'hôtellerie. On a toujours en fait un certain nombre d'hôtels sous gestion. Et donc on a également prévu de lancer des fonds hôteliers
au cours de l'exercice. Donc voilà, pour venir compléter l'offre de solutions d'investissement pour 2022, on proposera également un fonds hôtelier. Ça a dû être compliqué les dernières années, vos fonds hôteliers. Oui, les performances ne devaient pas être... On ne va pas s'en cacher. Les années 2020 et 2021 ont été très difficiles dans le secteur de l'hôtellerie. Voilà, on a résisté. C'est des actifs très long terme, de qualité. On est très vigilant sur l'emplacement. On ne fait pas d'hôtellerie de luxe. On est dans de l'hôtellerie milieu de gamme, on va dire, 2, 3, 4 étoiles. Et aujourd'hui, c'est des actifs qui se valorisent très bien. Donc, on a vendu un actif en 2021, qui était un des plus beaux actifs du portefeuille. Et il a été très bien valorisé par le marché. Et on reste sélectif, donc on continue à regarder de nouvelles opportunités. Donc oui, on a souffert en 2020-2021. 2022 se présente plutôt bien, avec les salons qui reprennent, avec de l'activité. Donc on reste optimiste sur cette classe d'actifs. D'accord, vous y croyez au redémarrage dès cette année de l'activité? On y croit, on l'observe. Alors avec la vague, ça avait bien redémarré fin 2021. Avec la vague Omicron, voilà, on a connu un ralentissement. Et là, on sent qu'il y a une reprise du pick-up, comme disent les professionnels. Du côté de la dette privée du cours, ça aussi c'est une classe d'actifs qui intéresse beaucoup les gérants. Toutes les conférences auxquelles on a pu aller depuis le début de l'année, c'est la dette privée. Il y a vraiment un vrai engouement. Vous, du coup, comment vous allez essayer d'en tirer profit cette année? Donc, on a lancé aussi un nouveau fonds de dette privée qui est international. Donc, jusqu'à présent, on se limitait au territoire européen. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers des actifs de ce fonds qui sont en Amérique du Nord. Donc voilà, on profite aussi de cet engouement. On met un petit peu de levier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les taux très bas aujourd'hui permettent d'améliorer le rendement en mettant un peu de levier. Donc voilà, il y a un engouement et on a en cours de lever un nouveau fonds de dette privée. Également, d'accord. Côté immobilier, du coup, maintenant? Côté immobilier, je disais que la dynamique a toujours été très bonne. La foncière du groupe LFPI a un peu plus de 3 milliards d'euros d'actifs immobiliers. Elle se développe très bien aux États-Unis. C'est une foncière qui est européenne, donc elle est présente en Allemagne, en Autriche, en Italie. Elle a été jusqu'à la Pologne, en Hongrie. Donc voilà, elle est très active et aujourd'hui, elle résiste très bien. Les taux d'encaissement sont très élevés. On pouvait craindre qu'avec le Covid, on ait des taux d'encaissement qui diminuent. On est toujours, selon les géographies, entre 95 et 99%. Donc, on reste confiant et c'est, comme je disais tout à l'heure, vraiment une classe d'actifs qui attire beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on la propose à nos clients privés. Donc, jusqu'à présent, une clientèle professionnelle et j'espère cette année une clientèle retail. Donc, également. On a également ça dans les projets de 2022. Et c'est quand même, alors l'immobilier, on sait que ça peut quand même être compliqué en termes de cycle lorsque les taux remontent, comme ça va être le cas, comme c'est déjà un peu le cas cette année. Vous ne craignez pas justement une correction des valorisations immobilières suite à la remontée des taux? Jusqu'à présent, donc notre foncière est assez peu leveragée. Donc déjà, elle, s'il devait y avoir une remontée des taux, elle ne serait pas trop exposée parce qu'elle a un levier qui est limité. Et comme je le disais, on a des actifs de qualité qui continuent d'enregistrer de belles performances. Donc, bon, il est possible que les taux de cap augmentent un petit peu. Jusqu'à présent, la tendance, elle a été à une vraie baisse en fait, des taux de cap. Donc, et même ces derniers mois, on n'a pas vu de remontée particulière. Malgré la remontée des taux, oui, on restait sur... OK. Allez, la gestion d'actifs, le quatrième. Alors, je ne vais pas vous redemander forcément de faire la location, on en a déjà parlé, mais peut-être sur le type, là encore, de clientèle ou de typologie de véhicules. Voilà, vous faites de la gestion sous mandat, de la gestion collective. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre que vous comptez privilégier cette année? Non, la gestion sous mandat, c'est permettre à nos clients d'avoir recours à l'expertise de nos gérants. Et ça, on voit que ça continue de progresser. Donc, on continue de le proposer à nos clients. Et la gestion collective, je le disais tout à l'heure, à la fois pour notre clientèle institutionnelle comme pour les CGP ou les particuliers, on continue à lancer de nouveaux fonds.
Je pense qu'on insistera en 2022 sur les thématiques que j'évoquais, donc à la fois la thématique sociale, la thématique environnementale et pourquoi pas l'aspect gouvernance. Donc il y a des réflexions en cours sur aussi la partie gouvernance qui est aujourd'hui qu'on rencontre moins souvent. Au sein du groupe, on a une réelle expertise sur les PME européennes et ça, on continue de mettre cela en avant. Ensuite, j'évoquais tout à l'heure les fonds de partage. On a ces fonds de partage qu'on souhaite également mettre en avant avec une expertise qu'on a depuis maintenant plus de 20 ans, puisque les premiers fonds de partage remontent à l'an 2000. Et voilà, on va continuer à pousser ça. Et on va en reparler des fonds de partage et de l'ESG juste avant pour terminer le tour des cinq activités. Le co-investissement, là aussi, est-ce que vous avez quelque chose en particulier à dire sur votre stratégie cette année, sur cette activité-là ? Ça va comme dans le private equity en étant très sélectif parce qu'il faut être conscient que les niveaux actuels et les multiples sont souvent très élevés. Et donc, voilà, on cherche à rester sélectif, à faire un peu d'ingénierie financière. De plus en plus, on met des mécanismes de protection qui font que si jamais les choses ne se passent pas comme prévu, voilà, notre investissement est protégé dans une certaine manière. Donc on accepte de payer des multiples élevés et si tout se passe bien, tout le monde sera content. Si ça ne se passe pas comme prévu, ben, on a une certaine protection. Donc on voit que dans un certain nombre des opérations qu'on réalise, on met en place ces mécanismes de protection. Et en co-investissement, ça doit être la même chose. Il faut rester sélectif et être sûr que voilà, si ça ne se passe pas comme Excel le dit, la performance reste au rendez-vous. C'est quoi un mécanisme justement de protection là-dessus ? C'est quoi ? C'est un produit structuré ? C'est des clauses dans le contrat ? C'est des actions de préférence souvent. Donc c'est de faire en sorte que tant qu'on n'a pas un certain retour sur notre investissement, on soit prioritaire par rapport souvent à celui qui cède. D'accord. On va parler maintenant de l'ESG. Comme vous l'avez rappelé, un des positionnements historiques de Mescart. Vous me disiez pendant qu'on préparait cet entretien qu'on ne pouvait pas vous accuser de greenwashing. Prouvez-le. Voilà, on fait ça depuis, je ne compte plus les années, comme j'ai dit, 1983, vous avez dit. Voilà. Donc c'est vraiment ancré dans les gènes de la maison et dans son ADN. On a jusqu'à présent en fait 3 fonds qui étaient labellisés ISR. Cette année, on a prévu d'en labelliser 10 de plus. Voilà, mais on fait de l'ISR depuis très longtemps, comme je disais, et on n'a pas besoin d'obtenir le label pour savoir que nos fonds remplissent un certain nombre de conditions. On a à peu près les 3/4 de nos fonds qui sont article 8 ou article 9 dans la terminologie SFDR. Et donc voilà, on va labelliser ces fonds. On a obtenu le label Greenfin sur un de nos fonds obligataires. Donc voilà, on montre qu'on est actif. Je pense qu'on est presque précurseur et beaucoup nous observent ou nous écoutent sur le sujet. Article 9, c'est bien plus contraignant qu'article 8. C'est quoi la part dans ces, vous m'avez dit 70%, 80% qui sont labellisés et article 9 au milieu de ces 70%? C'est une dizaine de pourcents aujourd'hui. Ouais, okay. Donc voilà. Mais ça a vocation à progresser parce que je pense que demain, il y aura plus d'article 6 et de plus en plus, on va avoir des articles 9. Après, voilà, article 9, il faut être à impact et tous les fonds ne peuvent pas avoir ça comme seul objectif. Oui, il y a des contraintes de gestion réelles sur les performances, je crois, de l'avis du fonds sur l'empreinte carbone, par exemple, par rapport au référentiel, ce type de choses. Tout à fait. Et après, quand on regarde, en fait, des sujets à controverse et des choses comme ça, on voit que parfois sont exclues certaines sociétés que tout le monde connaît, y compris des sociétés dans le monde du digital aujourd'hui. On se compare par rapport à l'indice et puis si on ne peut pas investir dans ces supports-là, ça peut être problématique. Donc voilà, tout dépend de la façon qu'on a d'interpréter certaines informations. Ça marche bien en termes de performance, vos fonds ESG par rapport aux autres? Est-ce que vous avez un ou deux exemples? Écoutez, dans les fonds ESG ou ISR, on a un fonds qui s'appelle Human Values, voilà, qui marche très bien. On a, je disais, dans les fonds de partage, on en a un au bénéfice de la communauté de Saint-Martin et qui également enregistre de bonnes performances.
on se compare chaque fois par rapport à ses pairs. Ouais. Donc oui, on voit qu'on peut concilier en fait à la fois un investissement socialement responsable et la performance. Moi, j'avais regardé dans vos pairs, justement, il y a une nouvelle stratégie 50, je crois, qui a quand même je crois que j'ai regardé sur les 10 dernières années, peut-être 7, au moins 7 années, où il est vraiment en nette surperformance par rapport à l'indice. Bon, par contre, il baisse aussi plus que son référentiel quand il y a des périodes de troubles. Là, en début d'année, par exemple, je crois qu'il a quasiment moins 10 versus moins 5 contre son référentiel. C'est dans les deux sens, quoi. Oui, alors bon, on observe avec la remontée récente que certains fonds ISR finalement performent mieux. Après, voilà, il peut y avoir un peu plus de volatilité. Ce fonds Nouvelle Stratégie 50, c'est le fonds pionnier qui remonte à 1983 et on voit que sur le long terme, il performe très bien. Alors, vous évoquiez les fonds de partage, justement. Vous en avez une douzaine, je crois, que vous avez peut-être plus. Oui, on en a un petit peu plus. Donc ça, pour rappeler le concept, c'est qu'en fait, vous reversez une partie des frais de gestion qui sont facturés donc, aux investisseurs de ce véhicule à des causes, des fondations, etc., des différents programmes. Juste, ça représente quoi en termes de pourcentage de frais de gestion qui sont reversés à ces organismes? Voilà, c'est la moitié des frais? Ça peut aller jusqu'à la moitié des frais de gestion qui sont reversés à ces causes. Ouais. Exactement. Et des frais de gestion qui s'élèvent à... Alors, non, mais on a versé plus d'1 million d'euros en fait, de dons l'année dernière au titre de ces fonds de partage. D'accord, ok. Et c'est sur les frais courants annuels, j'imagine, qui sont, je crois, sur les prix 3, aux alentours de 1%, 0,5 selon les fonds, quoi. Voilà, selon les fonds. Entre les fonds obligataires ou les fonds actions, ça peut varier, mais on peut aller donc jusqu'à 50% de frais de gestion qui sont reversés à ces causes et qui vont dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, de la formation, la lutte contre la faim dans le monde. Donc voilà, il y a différentes causes. J'ai remarqué qu'il y avait j'ai l'impression qu'il y a un petit biais sur ces fonds de donation. Il y en a beaucoup qui vont à des associations ou des organismes religieux, chrétiens en l'occurrence. Comment vous en êtes arrivé à avoir ce biais-là? Je le disais tout à l'heure que ça fait partie de l'ADN de la maison, que le premier fonds qui a été créé, c'était à l'initiative d'une sœur. On veut investir dans certains véhicules avec, je dirais, en lien avec la doctrine sociale de l'Église. Et donc, un certain nombre de congrégations sont très sensibles à ça et ils nous ont fait confiance et continuent de nous faire confiance. Donc voilà, et c'est à leur initiative qu'on a créé comme ça un certain nombre de fonds de partage. Donc je parlais de la communauté de Saint-Martin, il peut y avoir la fondation de Notre-Dame, enfin il y a d'autres entités. Donc voilà, ça fait partie. Il y en a qui forment la formation des prêtres notamment. Oui, tout à fait. Donc avec des équipes très dynamiques et puis surtout on donne du sens à son patrimoine et c'est tout à fait appréciable et apprécié. Et qui investit là-dedans? Est-ce que ce sont aussi des investisseurs qui ont une sensibilité religieuse? Pas forcément Non, c'est tout le monde. Et vous le disiez, on fait de la finance responsable et on ne veut pas forcément la rattacher à une religion. Donc ça a du sens pour tout le monde. Et donc on ne veut pas forcément lier à une religion ou à une autre. Donc, et d'ailleurs, on a obtenu un agrément maintenant pour faire en fait, des investissements de la finance solidaire. Donc il est prévu que dans un de ces véhicules, on puisse faire des investissements dits solidaires. Pour terminer sur ce sujet, donc, vous vous apprêtez, il me semble, c'est ce que vous me disiez un peu avant, à faire référencer Procléro sur des plateformes d'assurance, il me semble. Là aussi, c'était une volonté de quoi? C'est pour encourager des petits tickets, par exemple? Donc, vous posiez la question tout à l'heure, ceux qui investissent dans ces fonds, c'est à la fois en effet des particuliers qui sont clients, c'est des congrégations, c'est monsieur et madame tout le monde. Ça peut être des institutionnels qui sont très sensibles aussi à ces causes. Et puis, comme vous le dites, on a prévu de le faire référencer auprès d'un certain nombre de plateformes. Et on a presque de la demande entrante. On a de la demande entrante des plateformes qui nous disent « on a entendu parler de Procléro, est-ce que vous pouvez le référencer ?» Donc, on a prévu de le rendre accessible, dont Pascal-André Dumont, qui porte le message et qui prêche la bonne parole, est très actif et entendu.
Et donc, oui, on a prévu de le rendre accessible à un très grand nombre. D'accord. C'est à peu près 70 millions d'encours actuellement, le fonds Procléro. Exactement. OK. Pour terminer, on a encore un petit peu de temps. L'ESG, quand même, aujourd'hui très bousculé. Alors, l'an dernier, il y avait des controverses sur la gouvernance du label ISR. Cette année, on a bien évidemment l'affaire Orpea en début d'année qui éclabousse tout le secteur des maisons de retraite, en tout cas du secteur privé et notamment coté en bourse. Vous, déjà, est-ce que vous étiez positionné sur ce secteur et quels enseignements vous tirez de ce qui se passe? Alors, on était un peu positionné sur ce secteur, on l'observe attentivement, on échange avec les acteurs. Historiquement, on a même mené des études avec certains des acteurs de ce secteur. C'est très difficile d'avoir toute l'information et toute la transparence de la part de ces acteurs. Dans certains cas, on a envoyé des équipes dans les établissements, mais voilà, compte tenu du nombre d'établissements, il est difficile de pouvoir tous les couvrir avec nos moyens. Donc voilà. Donc c'était raté, ils avaient des bons scores au final. Certains ont des bons scores, après, voilà, pas tous, et c'est vrai que voilà, c'est pas facile de pouvoir déceler tous les signaux. Donc on continue à avoir un dialogue avec certains. Pour le moment, on est resté à l'écart. En fait, on a vendu toutes nos positions compte tenu du contexte. Donc voilà, et ça montre qu'il faut porter un accent particulier, il faut être très diligent, il ne faut pas se contenter de prendre des analyses à droite, à gauche qui sont parfois un peu superficielles. Ça rend voilà, l'exercice difficile, mais c'est là où on apporte une réelle valeur ajoutée. Donc oui, les thématiques, je disais, sociales sont importantes et ça en fait partie. Voilà, on continuera à porter l'accent là-dessus. Mais vous allez réussir à faire confiance aux entreprises justement quand vous faites des visites de sites, des questionnaires, etc. Après, je sais que vous êtes des équipes limitées, vous faites ce que vous pouvez, mais c'est... On les questionne, après on a notre propre jugement, on peut rester à l'écart de certaines qu'on n'estime pas assez crédibles. Donc ça, c'est le travail de nos équipes. Un dernier point sur l'ESG, vous avez une politique d'engagement qui est quand même assez marquée, notamment l'an dernier, vous avez voté contre la résolution, je crois, pour le plan climat de Total Energy. Cette année déjà, quelle va être un peu votre position vis-à-vis de cet acteur-là et d'autres? Comment vous allez mener votre politique d'engagement ESG auprès des émetteurs dont vous êtes actionnaire? On essaye d'être le plus constructif possible. Donc le but, ce n'est pas de voter contre, c'est vraiment d'avoir un dialogue avec ces acteurs. Donc que ce soit un Total Energy ou d'autres, on cherche vraiment à aller dans le bon sens et si on doit voter contre, on le fait, je dirais presque à contre-cœur. Donc le but, c'est d'avoir un dialogue avec ces entreprises et je pense que ce dialogue existe. Donc, et je m'en réjouis, on voit qu'on va dans la bonne direction. Donc je ne peux pas dire ce qu'il en est aujourd'hui puisque voilà, les assemblées générales n'ont pas encore eu lieu, il y a des discussions en cours et un réel dialogue qui s'établit avec ces acteurs et avec d'autres à nos côtés. Donc voilà, on reste un acteur de premier plan, je pense, en la matière, mais le but, voilà, c'est de faire progresser tout le monde et certainement pas d'être ni activiste, ni rentrer dans des polémiques. Et vous aviez vu quand même des résultats concrets suite à vos votes, peut-être l'an dernier, justement. Il y a eu des choses vraiment un peu marquantes et tangibles qui font que vous avez apprécié du chemin parcouru? Oui, je pense que ces groupes montrent qu'ils sont sensibles au sujet. Après, ils ont leurs propres contraintes et donc ne peuvent pas toujours aller jusque là où on souhaiterait qu'ils aillent, mais on voit qu'ils sont sensibilisés et qu'ils font une partie du chemin. Merci beaucoup Fabien Bismuth d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil. À très bientôt. J'espère. À très bientôt sur News Asset Pro dans la grande interview.